peut-être un petit peu serré, mais c'est la rançon du succès. Je pense qu'on va progressivement prendre nos marques. Donc cette première table ronde, je vais l'animer. Les intervenants interviendront dans cet ordre. Monsieur Paul Touret, qui est directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Ensuite, monsieur Zonke Match, est-ce que j'ai bien prononcé? Zonke Match, avec le umlaut, qui est donc de l'Institut d'économie maritime et logistique de Brême. Et monsieur Raison, qui est donc vous le connaissez tous et toutes, le président du directoire du Grand Port maritime de Dunkerque. Quelques mots en introduction. Là encore, les questions que nous posons, ce n'est pas nous qui les avons sorties de notre chapeau. À l'occasion des entretiens préalables au débat, les sujets sont venus sur la table et donc il nous est apparu utile de commencer à les examiner. Pour aller vite, dans le dossier du maître d'ouvrage, vous le verrez, et de toute façon dans la communication générale du Grand Port maritime, le pari du port est le suivant. On pardonnera les traits un peu grossiers. Il s'agit en gros de capter des parts de marché dans le cadre de l'augmentation générale du marché ou du conteneur, qui est appelé, d'après le Grand Port, à se développer. Donc prendre un petit peu de cette croissance d'un côté. Et deuxièmement, de gagner des parts de marché sur l'Interland, de faire en sorte que Dunkerque devienne le port de la région de Vienne, ou confirme sa position de port de la nouvelle région des Hauts-de-France. Donc il s'agit en gros, dans la table ronde cette première table ronde, d'examiner cet objectif, et éventuellement les autres qui pourraient être affichés, au regard de la situation des ports français en général et des ports européens en particulier. Au fond, quelle inscription de Dunkerque dans la stratégie portuaire nationale, quelle est la complémentarité, quelle est la concurrence, au cas échéant, quel est le degré de complémentarité, le degré de concurrence entre les différents ports français. La question a été posée, elle semble maintenant évidente pour nous. Faut-il développer le port de Dunkerque comme un des grands ports français? Enfin, il est nécessaire de rappeler quelques éléments fondamentaux. Quelle relation y a-t-il place pour deux ports, n'est-ce pas, sur la rangée nord? On doit pouvoir éviter le politiquement correct et dire les choses de façon claire. Il s'agit au fond de faire un investissement public. Il s'agit de 600, 700 millions d'euros. On ne prend jamais trop de temps à examiner les fondamentaux. Sur ce sujet-là, comme sur quelques autres qui sont d'actualité, revisitons l'ensemble des données. À partir de là, on pourra prendre et confirmer, le cas échéant, les décisions qui sont prises. Donc, la question de la relation entre les ports français, en particulier les ports de la rangée nord, est une question qui est importante. Une deuxième question qui est également la relation entre les ports français, et s'agissant de notre débat, le port de Dunkerque, et les autres ports européens. Bon, on entend beaucoup dire, nos marchandises partent sur le port d'Anvers, ça serait mieux qu'ils partent chez nous. Pourquoi? Pour quelles raisons? Quel type d'atouts avons-nous? Quel type d'atouts ont les concurrents et amis belges? Les Belges jouent-ils le jeu? Jouent-ils pas le jeu? Bon, quelle place finalement en Europe pour le port de Dunkerque dans le cadre des objectifs qui sont fixés dans son programme stratégique et qui illustrent le projet de développement du bassin. Voilà les questions qu'on veut examiner de façon à bien préciser le contexte général dans lequel se situe notre débat. Donc pour cela, je vais passer la parole à monsieur, dans cet ordre, c'est ce qu'on a convenu, à monsieur Touret, qui donnera son point de vue sur ce sujet, puis à vous, monsieur, et enfin Stéphane Raison nous donnera son point de vue pour à peu près 10 minutes chacun, et puis discussion. Le débat sera à ce moment-là vraiment ouvert. Je vous en prie, monsieur Touret. Bonjour à tous et à toutes. Merci au débat public de m'avoir invité. Plaisir de venir dans d'autres ports. Alors, l'Institut supérieur d'économie maritime est un observatoire en économie maritime fondé il y a 20 ans et qui fait référence aujourd'hui parce que même si nous avons nos accroches à Nantes-Saint-Nazaire, nous réfléchissons beaucoup aux problématiques portuaires à l'échelle nationale et européenne et je vais essayer de vous en faire la démonstration. Le but de mon intervention n'est pas justement de
de commenter, de voir ce qu'il y a dans le document, notamment du port, hein, CAP 2020, mais plutôt d'apporter une expertise. Et je pense que mon ami Zonk et Match fera un peu la même chose à l'échelle européenne, d'essayer d'avoir une lecture globale qui peut permettre de voir comment le projet s'intègre dans des lectures. Alors, évidemment, comme souvent, on ne sait jamais dans quel sens ça va. Est-ce que ça avance ? Alors, d'abord un petit peu, alors je vais devoir me tourner parce que moi-même j'ai une mémoire, hein, vous savez, les PowerPoint on les fait pendant 2-3 semaines et puis on rajoute tout le temps des choses, puis à la fin on ne sait plus ce qu'on a mis en détail. Cette carte-là, ce ne sont que des cartes qui vous apportent une expertise. La première, c'est la carte marché. Aujourd'hui, on voit bien comment est fait les façades portuaires françaises. On a un grand port sur la Normandie qui est évidemment sur l'axe Seine et la région parisienne. On a un deuxième port qui est Marseille sur l'axe sud, et notamment sur l'axe Rhône vers la région lyonnaise et tout ça. On a un port un peu périphérique de petite activité qui est Nantes-Saint-Nazaire à peu près 200 000 EVP. Et on a aujourd'hui Dunkerque, le troisième port national, qui doit lui trouver évidemment sa place, parce que s'il est coincé au nord de la France, il est surtout coincé à l'intérieur du Range Nord, puisque juste au-dessus de lui, il y a les ports belges et puis Rotterdam. En termes de marché, aujourd'hui, vous avez 68% des flux qui sont déjà captés par les ports du Nord. Donc aujourd'hui, on est sur 2 tiers, 1 tiers. Donc l'ensemble du marché national, tel qu'on le voit contrôlé par les ports français, c'est 2 tiers sur le Nord. Et on sait bien que dans ces 2 tiers, on a quasiment les 3/4 de ces 2 tiers qui sont pour le Havre. Ce qui laisse une part de marché historique au port de Dunkerque, modeste, mais en progression, hein, puisque avec 341 000, on peut dire qu'on est dans le niveau des ports secondaires européens, enfin allez, je le dis comme ça, une sorte de 3e division portuaire européenne quand on veut voir les volumes. On laisse sa première division au très grand port, une seconde division qui est au port autour de 600 000, 700 000, 800 000, voire 1 million de VP. Il y en a quelques-uns en Europe. Et puis après, vous avez cette catégorie de ports de 3e division. Encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est juste pour dire. Et le port de Dunkerque est dans cette catégorie-là. Et ces ports de 3e division sont souvent des ports d'étendue interrégionale ou régionale. Souvent parce que pour des raisons géographiques, ils sont justement coincés entre des ports. On pourrait parler de ports en Angleterre ou en Italie qui sont dans ces situations-là. Hein. Le port de Savone, le port de Salerne, même le port de Naples doit s'intéresser. Enfin, on peut être des très grandes villes avec des grandes agglomérations, avoir des ports de ce type-là. C'est pas péjoratif. La problématique française, elle vient aussi, et je le mets tout de suite, c'est le volume à considérer détourné par les ports belges. Ce fameux point d'interrogation. Et je vous renvoie sur deux graphiques que je fais. Alors à gauche, le million de conteneurs hors transbordement en France. Si on prend le nombre de conteneurs comptés dans la statistique portuaire, on a 4 millions. L'Italie en a 5 et l'Espagne en a 6. J'ai enlevé le transbordement et les liaisons insulaires. Donc la question déjà, c'est qu'il manque a priori, sans doute, de 1 à 2 millions de conteneurs qui seraient captés par les ports belges. Un petit peu néerlandais, enfin on sait à peu près en verse. Encore une fois, c'est un point d'interrogation, ça veut dire qu'on le sait bien qu'il manque en France un certain nombre de volumes, et s'il y a un marché adressable, il se trouve sans doute sur la captation meilleure de ces détournements. Et puis le graphique à droite, qui est le milieu de conteneurs pleins d'une source fiable, et qui nous dit qu'on a à peu près 1,5, on a environ 3 millions de conteneurs pleins en France. Or, si vous regardez les graphiques italiens et espagnols, vous voyez que notamment l'Espagne a beaucoup plus d'exports et l'Italie même aussi. Ce qui pose une question aussi qui doit être toujours en référence dans la question portuaire française. Quel est le volume exact de conteneurs exportés par l'économie française ? Parce que ce n'est pas la peine de faire des théories portuaires depuis 30 ans sur la faiblesse française si on ne s'interroge pas sur le marché exact. Peut-être qu'en France, on manque simplement de conteneurs à l'export. À l'import, on les a, vous voyez, on les a tous, à peu près le même niveau. Italie, France, Espagne, on a à peu près 1,5 million. Il nous manque ces conteneurs à l'export, qui peut être une vraie interrogation d'ailleurs. Est-ce qu'on ne court pas après quelque chose qui est un peu illusoire ? C'est l'absence même de marché en France. Et d'un autre côté, je vous dis, dans les 1,5 million, est-ce qu'il n'y a pas plus à l'import à capter, notamment puisqu'on sait... En fait, je vous pose des équations. C'est quel est exactement le volume français, et après, quel est le volume détourné. Ah, donc le volume à l'export et le volume à l'import détourné. Ce qui sont des deux interrogations qui, statistiquement, on a beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui. Et je vous laisse aussi sur la réflexion. Le Havre a annoncé il y a quelques années seulement 15% de sa marchandise, la maîtrise du Grand Est, simplement 15% sur le Havre, par le Havre. Donc ce qui nous laisse aussi une vraie question toute simple, c'est est-ce que le seul marché aujourd'hui captable pour l'ensemble des ports français est cette réserve du Grand Est de la France ? Alors après, je vous ai mis une autre carte pour rester dans les temps. Les pénétrantes fluviales qui en France sont forcément courtes,
l'axe nord jusqu'à Valenciennes, l'axe Seine jusqu'à l'est de la région parisienne, hein, puisque c'est Nogent-sur-Seine, l'axe Rhône qui finit forcément Saône, qui finit à Pagny, et puis les pénétrantes Rhin-Moselle qui, elles, sont évidemment en faveur, encore une fois, vous voyez, une deuxième fois, je pose la question du Grand Est, qui, lui, est favorisé par ces pénétrantes fluviales qui favorisent. Donc on voit bien que le problème des portuaires français va être finalement un hinterland naturel qui est un peu bridé par les infras. Là, c'est les infras fluviales. Quand on s'interroge sur les infras ferroviaires, on a un petit peu la même question, mais elle est un peu différente. En fait, c'est la toile ferroviaire française, si on prend les lignes aujourd'hui existantes, et on voit bien qu'on a le même problème. C'est-à-dire que même Le Havre, quand il veut aller dans le Grand Est, est obligé de passer par Lyon. Et aujourd'hui, on n'a pratiquement pas de solution ferroviaire sur ce marché que, depuis le début, je vous dis, est identifié peut-être du potentiel. Après, on peut se poser la question techniquement si le port de Dunkerque maîtrise bien son hinterland à Lille, à Valenciennes, dans l'ex-Picardie, etc. Ça, c'est une question, mais qui relève pratiquement des commerciaux du port, de la conquête des marchés proches. Là, je vous parle plus de stratégie portuaire à l'échelle nationale. Je vous laisse la question de la proximité, qui est peut-être celle aussi des interfaces logistiques du port. Enfin, je me concentre sur celle-là parce qu'elle engage peut-être plus la problématique portuaire nationale et comment le projet doit s'insérer dans une logique nationale de pénétration portuaire. Or là, vous voyez bien, et on en parlait avec quelqu'un à l'instant, évidemment, le problème des interfaces ferroviaires là, pour d'Athus en Belgique et de Bettembourg au Luxembourg, qui sont quasiment des ports ferroviaires à la frontière de la France. Or, si on a le problème des points d'interrogation, est-ce que l'axe fer lourd Lorraine-Nord doit-il pas servir à des solutions ferroviaires intermodales ? Parce que malgré un épluchage d'Internet depuis plusieurs semaines, je n'ai jamais réussi à trouver. Et puis la question éventuellement à terme, mais j'y crois pas trop, de la rocade parisienne au nord de Paris pour favoriser la pénétration du Havre vers l'est. Et éventuellement la question d'utilisation de lignes purement Grand Est dans le bassin parisien. Donc vous voyez, encore une fois, ferroviairement, on a un peu la même question, c'est comment aller chercher ce marché Grand Est. Ce marché Grand Est, je vais évidemment dans le mauvais sens, il est aussi fait de plateformes logistiques. Aujourd'hui, l'organisation logistique, quand on la synthétise d'une manière vraiment très résumée, on voit bien, on a le grand bassin parisien, on a à peu près la région lyonnaise, on a un certain nombre de relais quand même autour du bassin parisien. On a évidemment les plateformes normandes, dunkerquoises et la grande région autour de Lille. Et puis, il nous reste toujours la même chose, le Grand Est. Ce Grand Est qui aujourd'hui, essentiellement sur le duo lorrain et puis la polarité un peu plus étendue de l'Alsace, on voit bien qu'encore une fois, on a des choses. Rappelons une chose, hein, je le dis quand même, le désordre logistique français entretenu par le fait que les mairies et tout ça aient toujours accepté des permis de construire n'importe où pour faire n'importe quand dans la logistique française participe beaucoup de la problématique. Si on avait eu moins ce désordre, mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire qui fait qu'on a installé des plateformes logistiques partout dans ce pays, notamment sur des bords d'autoroute, là où le foncier est pas cher, on se poserait moins les questions. Quand vous retrouvez, comme chez nous, autour de Nantes, pour ne pas vous parler, mais avec des plateformes qui se retrouvent entre Rennes et Nantes, dans la cambrousse totale, dans l'estuaire, même pas connecté à une autoroute à côté de Nantes ou dans la périphérie de Nantes, c'est très difficile de faire de la logistique dans les ports. Ce que je vous dis à l'échelle d'un port, c'est valable aussi à l'échelle de la France. Si vous regardez les cartes, quand vous voyez que toute la logistique est accumulée en Seine-et-Marne, vous voyez que c'est très difficile pour le port de Havre d'arriver à batailler, puisque quand vous êtes en Seine-et-Marne, que vous soyez à Anvers ou au Havre, c'est pratiquement la même chose. Ça veut dire aussi que le projet portuaire ici ne peut être accompagné que par un déploiement logistique XXL, aussi au niveau de l'agglomération dunkerquoise. Parce que tant qu'on se confronte à de la logistique très périphérique, qu'on aille à Dunkerque, à Anvers ou au Havre, tout ça est très... Donc ça veut dire qu'il faut quand même introduire la notion d'interface logistique massivement dans une politique portuaire. J'avance parce que je pense que je dépasse. Alors du coup, ça me revient à cet hinterland de compétition. 1 à 2 millions d'EVP, c'est très difficile à dire, mais on pourrait peut-être voir le nombre d'habitants, voir un peu des repères, mais on pourrait dire que si le Grand Est, en incluant la Bourgogne élargie maintenant, et un petit peu peut-être l'Est, alors j'ai mis Picardie pour mettre les noms anciens, l'Est des Hauts-de-France, on voit bien qu'on est sans doute à 2 millions de conteneurs. Donc s'il y a un marché par rapport au projet portuaire, il est sans doute encore une fois... alors donc maintenant on l'a quantifié peut-être de 1 à 2 millions dans un endroit où il n'y a pas de solution fluviale, on le sait bien, et des solutions ferroviaires qui n'ont pas été mises en place, et des plateformes logistiques et ferroviaires périphériques qui sont plutôt tournées vers le Benelux.
Derrière, il y a éventuellement le marché proche, 1 million de VP, qui serait éventuellement, alors là, je mets un point d'interrogation parce que j'en sais rien en fait, mais on pourrait estimer que, vu la puissance de l'économie suisse, du Bade-Württemberg, d'une partie de la Rhénanie et de la Hesse, on peut peut-être éventuellement voir ces 1 million de compteurs qui sont vraiment là dans la compétition, hein, puisque Anvers et Rotterdam, par les systèmes fluviaux et ferroviaires, sont très puissants. Ce qui nous amène après une espèce de synthèse. Donc vous voyez bien la problématique, c'est que finalement le marché adressable est celui qui est le mieux drainé, le moins bien drainé, en tout cas par les ports Manche-Mer du Nord, et qui mériterait. Avec une question derrière, c'est que l'axe Rhône, lui, est peut-être favorisé à terme. Parce que la stratégie des armateurs n'est pas du tout contre Marseille depuis quelques années. Marseille est arrivé à 1,3 million de VP. MSC comme Maersk ou CMA ont plutôt intérêt à être là-bas. Il y a des solutions ferroviaires qui peuvent être mises en place. Évidemment, la LGV permet d'avoir un corridor ferroviaire sur la vallée du Rhône qui est relativement avantageux. Il y a quand même un étagement des trafics et un vrai combat derrière qui peut être un combat, alors combat ou pas, mais une vraie concurrence qui peut y avoir entre finalement notre range nord à nous et puis le range med sur ce marché adressable qui serait en fait ce grand est. Plus les frontières de l'autre côté, mais un marché qui est extrêmement concurrentiel, puisqu'on a aussi les solutions, malgré la longueur de route, des Pays-Bas et de la Belgique. Ce qui nous amène à la stratégie de réseau aujourd'hui. Nordlink, Aropa ou Medlink, chacun avec ses qualités et ses défauts, mais aujourd'hui on voit bien qu'on a une stratégie de réseau, et cette stratégie de réseau doit permettre justement d'être dans la pénétrante vers ce marché-là. Encore une fois, je me suis intéressé à ce marché-là parce que j'essaye d'être dans une grande politique. Ça n'empêche qu'il faut aller conquérir les chargeurs, les clients, les logisticiens des Hauts-de-France par rapport aux problèmes de proximité. Ça, je ne nie pas. C'est presque la première base du projet, c'est de capter au maximum ces clients qui font un choix entre deux ports qui se trouvent un à 40 km et l'autre à 70 km. Nous, on ne connaît pas ça. Hein. Dans le reste de la France, ce n'est pas ça l'alternative. Hein. Nous, c'est 500 km de camion ou 50 km du port le plus proche. On n'est pas confronté comme vous à ces problématiques d'extrême proximité. D'où la nécessité d'aller plutôt sur des marchés dans la proximité, vraiment d'aller chercher les clients avec les dents. Et ça, c'est le métier du port et des acteurs portuaires. Là, je vous parle d'autre chose qui est peut-être d'être dans des politiques publiques. Et si on est dans une politique publique d'aménagement lourde pour le port de Dunkerque, il faut aussi peut-être être dans des aménagements de politique lourde à l'échelle de la France. D'où ces stratégies d'axe, avec une question peut-être derrière. Il n'y a pas de Normand ici. Est-ce que finalement la route normande parisienne, elle n'est pas en cul-de-sac parce qu'au-delà de l'Île-de-France, finalement les solutions sont peut-être un peu courtes en l'absence de grands contournements ferroviaires. La vraie concurrence que peut introduire la Méditerranée, parce que là, il y a une pénétrante qui est assez facile à faire et les moyens sont peut-être. Et la question pour les ports du Nord, de Dunkerque, d'être aussi ce port du Nord-Est, avec des stratégies, je ne l'ai pas dit, mais des grosses stratégies de développement qui sont plus celles de SNCF ou etc., dans les ports de la Moselle, avec Metz comme Nancy, qui servent d'interface. Et ces gens-là sont dans l'opportunité. Hein. Pour eux, Dunkerque, Anvers, je veux dire, leur lecture est peut-être aussi plus générale. Donc peut-être des points d'appui, notamment sur les ports lorrains. Et normalement, si je ne me trompe pas, après il y a marqué... voilà, merci de votre attention. Donc voilà, j'ai essayé de brosser en grands traits les choses. Merci. Merci infiniment à vous. Comment ça va ? Eh bien, bonjour. Là voilà déjà la présentation. Donc je m'appelle Sönke Matsch. Je suis chercheur à l'Institut d'économie maritime et de la logistique maritime, situé à Brême, en Allemagne. Nous sommes une institution de recherche appliquée fondée en 1954 déjà, avec le but de faire de la recherche appliquée, d'être le pont entre la recherche pure et dure et l'économie maritime. Et c'est ce qui fait que nous faisons des projets de recherche base et aussi des projets de consulting plutôt pour les ports, pour les armateurs dans le monde entier. Voilà. Donc, dans ma présentation, je vais traiter 4 grands thèmes. Donc, d'abord, le range nord, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là ? Le profil de trafic des ports du range nord, la compétitivité du port de Dunkerque, la compétitivité en termes de coûts. Puis après, quelques questions, quelques critères pour
vu de l'externe pour le succès d'un projet comme le Cap 2020. Donc le Range Nord, vous le connaissez déjà, ce sont des ports maritimes situés sur la côte continentale entre Le Havre et Hambourg. Donc une rangée de très forte, avec beaucoup de trafic maritime, avec une des routes maritimes les plus utilisées dans le monde. Il y a des dizaines de ports maritimes en France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne. Il n'y a pas que les grands ports, toujours cités comme Anvers, Rotterdam, Hambourg, mais il y a aussi beaucoup de ports de moyenne taille et aussi des petits ports très spécialisés. Tout en total, le volume global, ce sont à peu près 1,2 milliard de tonnes, tout type de marchandises compris, ce qui fait que c'est la plus importante rangée de l'Europe et aussi en total un tiers du trafic maritime de l'Europe. Après, pour la filière conteneurs, il y a 40 000 conteneurs standards, donc EVP, manutentionnés en 2016, et ça représente la moitié du trafic de conteneurs de tous les ports en Europe. Donc on voit que c'est une des rangées les plus importantes dans le monde. D'abord, une vue globale avec tous les différents types de marchandises. Vous voyez en bas la légende. Donc on voit bien que les ports dans la range, ils ont des spécialisations différentes. Le port de Dunkerque, jusque-là, la partie du conteneur est plutôt faible. Mais aussi les grands ports à conteneurs, Rotterdam, Anvers, vous le voyez, c'est plus ou moins la moitié du trafic. Il y a aussi les pondérés, les vracs solides, les vracs liquides et aussi l'automobile. À Gand, par exemple, il y en a beaucoup de trafic. Donc chaque port a son rôle dans la logistique globale. Si on regarde le trafic conteneurisé, il y a déjà le nombre de ports baisse déjà significativement. Et il en reste les 4 grands ports, disons, avec plus de 5 millions de VP, c'est Hambourg, Bremerhaven en Allemagne, Rotterdam, bien sûr, le numéro 1 en Europe, et aussi Anvers, le numéro 2 dans votre voisin en Belgique. Puis il y a d'autres millionnaires comme le port de Zeebrugge, avec une grande part du trafic transmanche, donc pas un profil spécialisé, différent des autres grands ports. Et le port du Havre, bien sûr, avec l'axe servant l'île de France. Donc, voici les marchés interlandes. Tu as posé la question, quel est le volume qu'on peut trouver dans l'interland. L'ISL a fait une étude il y a 10 ans pour le port de Rotterdam. On l'a actualisé depuis assez régulièrement. Et là, maintenant, on vient de faire l'estimation pour l'année 2016. Et ces estimations sont faites en décomposant le trafic conteneur en transbordement et trafic interland, puis décomposer le trafic de chaque port sur les différentes régions, en utilisant des données statistiques si disponibles, mais aussi en partenariat avec les armateurs, avec les forwarders, ce qui nous donne une vision assez exacte des parts de marché des différents ports dans l'interland. Donc ce que je dois dire, malheureusement jusque-là, le port de Dunkerque n'est pas encore inclus dans cette analyse. Donc vous voyez les données pour les 6 grands ports du Havre, Zeebrugge, Anvers, Hambourg et Bremerhaven. Donc par exemple, le volume que vous voyez dans le Nord-Pas-de-Calais, on a encore les anciennes régions parce que la Commission européenne n'a pas encore actualisé les régions statistiques. Donc dans le Nord-Pas-de-Calais, vous voyez, il y a à peu près 4100 EVP. À cela s'ajoute
environ 200 000 jusqu'à 300 000 EVP du port de Dunkerque. Il faudrait voir combien de VP il y a pour les autres régions, combien de transbordements. Donc on n'a pas fait l'analyse pour le port de Dunkerque. En tout cas, vous voyez que la majorité du trafic, même dans le nord Pas-de-Calais, est faite par les autres ports. Et le port du Havre, il a un rôle très, très faible dans la région. C'est surtout le port d'Anvers. Et aussi, pour le trafic transmanche, aussi le port de Zeebrugge, si c'est du trafic conteneurisé, surtout. Mais vous voyez aussi que dès que vous baissez un peu vers le sud, c'est le port du Havre qui traite quasiment la totalité du trafic. Notons toujours que dans la Picardie, j'imagine aussi qu'il y a une part de marché du port de Dunkerque. Mais même avec cela, la part de marché du port du Havre est beaucoup plus grande. Donc, on a vu aussi, Paul Touré l'a mentionné, dans l'Est, tout en bas, là, vous voyez les marchés Alsace, Lorraine, mais aussi de l'autre côté du Rhin, il y a une grande agglomération de conteneurs, jusque-là servis par les ports du Range Nord, par le port d'Anvers et par le port Rotterdam, notamment à cause de l'axe du Rhin. Donc un marché très intéressant, mais aussi, je le crois, difficile à combattre. Pour le transbordement, nous avons aussi fait cette analyse des différents marchés régionaux. Donc vous voyez que les ports allemands, par exemple, ils ont une spécialisation liée à leur situation géographique, c'est-à-dire qu'ils servent surtout la mer Baltique, tandis que les ports de la Manche servent aussi une grande partie du trafic. C'est pour les îles britanniques et d'autres régions comme la Méditerranée, ce qui est surtout important pour le port d'Anvers. Donc c'est le feeder à longue distance, y compris du trafic entre lignes majeures, donc trafic transatlantique Atlantique pour ensuite servir la Méditerranée. Pour le transbordement, la compétitivité du port de Dunkerque, on le voit avec la situation géographique, elle est là. On est proche de la route maritime majeure, comme c'est aussi décrit dans le document du GPMD. Mais aussi, on est très proche des îles britanniques, surtout de la côte est de la Grande-Bretagne. Donc, sur le plan coût, on est très bien situé pour faire du feeder avec les îles britanniques. Il y en a déjà. Donc ce marché, il représente à peu près les îles britanniques en total, un marché feeder d'environ 1 million de VP, c'est-à-dire les petits ports qui ne sont pas servis directement par les grandes lignes. Ils regroupent un volume d'1 million de VP sur lequel le port de Dunkerque, je le crois, pourrait jouer un rôle plus important dans le futur si on arrive à avoir plus de lignes maritimes à longue distance. Mais il faut aussi le dire, la compétition pour le transbordement, elle est très forte. Les marges sont très limitées. L'effet en termes de produits intérieurs bruts, en termes de postes de travail est aussi limité. C'est surtout sur les terminaux, mais après, il n'y a pas de logistique ajoutée. Donc, et en plus, les escales 100% transbordement, ça n'existe pas. C'est le port de Wilhelmshaven en Allemagne qui a l'essayé. Et il n'y avait pas de ligne jusqu'à ce qu'ils avaient commencé à développer leur Interland, développer des lignes ferroviaires. Et c'est seulement après que le trafic conteneurisé, les mines maritimes, se sont retrouvés à Wilhelmshaven. Donc, il faut toujours offrir une combinaison de transbordement et un trafic Interland.
Et c'est surtout le trafic interland, si vous avez un certain seuil, vous attirez plus ou moins automatiquement aussi une part du trafic feeder. Parce que les feeders, ils sont très flexibles, ils vont où sont les conteneurs. Donc pour le trafic interland, ici vous voyez un graphique, c'est à base d'un modèle de coût d'interland. Il regroupe le trafic camion, donc avec des coûts au kilomètre, mais aussi les liaisons existantes ferroviaires et par voie d'eau. Donc vous voyez que le port de Dunkerque, sur la partie nord et est, nord-ouest du Nord-Pas-de-Calais, il a une compétitivité très forte avec un avantage coût comparé avec le second port, qui dans ce cas-là c'est le port de Zeebrugge, de plus de 100 € par conteneur. Donc ça veut dire que sur ce marché-là, s'il y a la possibilité, chaque chargeur devrait utiliser le port de Dunkerque. Si on va plus dans l'interland, on voit que la compétitivité du port de Dunkerque affaiblit, non seulement à cause de distance, mais aussi parce que le réseau intermodal est encore assez limité. Donc ici, vous voyez, jusqu'à Lille, on a encore un avantage assez net. C'est-à-dire les zones vertes, c'est vraiment la zone où le port est beaucoup mieux placé que tous les autres ports. Et dans les zones jaunes, ce sont les marchés à capter, les marchés où le port de Dunkerque devrait avoir la possibilité de chercher plus de chargeurs. Donc, cette carte-là, elle a été créée avec l'offre intermodale existante. Bien sûr, si dans le futur, il y aura des offres, par exemple, vers la Lorraine, Metz ou au Grand Est en général, le port sera aussi compétitif dans ces zones-là. Donc, vous verrez tout d'un coup de nouveaux marchés jaunes ou même verts, dans certains cas. Donc, pour résumer un peu les critères, quelques critères quelques questions aussi pour le succès du. Oui. Ah, ok. Donc, la première question pour tous les ports qui veulent jouer dans la première ligue, disons, des ports, c'est est-ce que le port est capable de traiter les plus grands navires actuellement surtout sur le trafic avec le Far East, avec la Chine, le Japon. Donc dans ce cas-là, le port de Dunkerque, il est vraiment favorisé parce qu'ici, on a le tirant d'eau, on a les bassins pour accueillir déjà aujourd'hui les plus grands ports conteneurs, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le port d'Anvers, ou seulement avec des limitations de tirant d'eau, par exemple, et aussi pour le port d'Hambourg. Donc c'est un atout avec lequel le port de Dunkerque sur lequel le port de Dunkerque peut jouer. Donc, y a-t-il un manque de capacité dans les ports voisins? Actuellement, je ne le vois pas, mais dans le futur, il peut y avoir des contraintes dans les autres ports, notamment au Havre, mais aussi dans le futur plus lointain, aussi dans le port d'Anvers. Donc l'atout de Dunkerque, c'est aussi la disponibilité de zones d'extension du port, ce qui est plus difficile, disons, pour d'autres ports. La taille du marché naturel, donc la zone verte ou jaune qu'on a vu tout à l'heure, était suffisamment grande, je dirais plutôt oui. Donc la zone, disons, lilloise, le marché local aussi, la distribution ici, fait déjà le port de Dunkerque un port d'escale attractif pour les amateurs. Seulement, jusque-là, c'est surtout l'amateur, CMA-CGM avec sa licence. Donc il y a peut-être la possibilité d'attirer plus d'amateurs, plus de joueurs dans le futur.
parce que les autres amateurs qui ne font pas escale ici, forcément, ils vont servir le marché à travers Anvers surtout. Donc, et quatrièmement, le port a-t-il la taille critique? Parce que c'est une question qu'on voit aussi dans les différents ports du Range Nord. Si un port est trop petit, je vois aussi un problème si vous n'avez qu'un poste à quai, parce qu'il y a un manque de flexibilité dans ce cas-là, s'il y a des retards par exemple. Donc, il faut avoir la taille critique pour ne pas perdre ce marché-là, pour pouvoir développer le port. Donc, actuellement, je mets un point d'interrogation, mais peut-être avec le projet CAP 2020, dans le futur, on arrive à achever cette taille critique. Et donc, à partir de ce point-là, il y a aussi des effets d'agrégation, des effets de gravité qui feront que le port pourra agrandir sa part de marché dans le futur. Merci, Monsieur le Président. Alors, quand j'entends mes deux collègues, finalement, je me rassure parce que sur les chiffres ou sur le contenu, on est quand même très très convergents. Donc ça veut dire qu'on a effectivement bien travaillé dans l'analyse préalable. Ceci étant dit, moi je voudrais démarrer mon propos peut-être avant de rentrer sur les politiques portuaires françaises, juste par rappeler quelques grandeurs qui me paraissent intéressantes dans la compétition qui a été amorcée par Paul ou par Monsieur. C'est quelques chiffres que je cite régulièrement, mais j'aime bien les rappeler. L'économie du Benelux, c'est à peu près 1000 milliards d'euros. Et quand on regarde les valeurs ajoutées du transport et de l'entreposage dans ces trois pays, Benelux, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, il y a 20 milliards d'euros sur le transport et l'entreposage en Belgique, 1,7 milliard d'euros. Oui, mais c'est pas sur ma slide, donc je vais... 1,7 milliard d'euros au Luxembourg, et je vais aller vite sur les chiffres, hein, et 30 milliards d'euros aux Pays-Bas. Et puis je reviendrai sur les chiffres de Dunkerque. Et le total des emplois logistiques en Belgique, c'est 450 000. Le total des emplois au Luxembourg sur la logistique et le transport, c'est 35 000. Et aux Pays-Bas, 750 000. Données d'une étude faite par le secrétariat général du Benelux, donc une association qui regroupe les trois pays. Dunkerque, 3,5 à 7 milliards d'euros de valeur ajoutée par an, toutes filières confondues, hors conteneurs, et 25 000 emplois directs, indirects, induits, toutes filières. Donc ça veut dire qu'on est quand même des nains, mais ça, Paul l'a bien rappelé, on est quand même des nains en matière de logistique et de conteneurs à ce stade. Alors, pourquoi ce projet et dans quel cadre on s'inscrit? Voilà. Vous disiez tout à l'heure, M. Archimbaud, y a-t-il une stratégie nationale portuaire? Oui, il y en a eu une. En tout cas, elle a été écrite en 2013. On a quand même l'art de la réforme. On a réformé les ports en 2008 avec un transfert de la manutention au secteur privé. Ça, c'est fait, c'est terminé. Les ports sont devenus des aménageurs et des promoteurs d'activités. On a mis en place depuis 2009 des projets stratégiques. On en est à la deuxième version. On va attaquer la troisième version avec notre gouvernance, conseil de développement et conseil de surveillance. Et puis, on a une stratégie nationale portuaire donc de 2013 qui a très clairement mis en avant qu'il fallait qu'on développe la valeur ajoutée et qu'il fallait que les ports mettent en place des solutions logistiques intégrées, maritimes et terrestres. Ça a bien été rappelé par Paul ou par vous. Voilà, comment on arrive à capter l'interland et quels sont les outils pour y arriver. Cette phase de réforme, elle a été recomplétée en 2016 par une loi qui s'appelait Économie bleue, la loi Leroy. Donc on a terminé la réforme portuaire de 2008, on a fait un peu de modifications dans la gouvernance, on a intégré un certain nombre de choses sur les énergies marines. Et puis, élément important qui est quand même ressorti d'un autre travail, qui sont les missions parlementaires, les missions d'Axe. Paul en a parlé aussi. 3 missions prioritaires, une quatrième qui a fait l'objet d'un tout petit rapport, donc je ne vais peut-être pas trop la développer. Mais en tout cas, c'est l'affichage très clair en France de la mise en place de 3 axes pour le conteneur. L'axe nord avec Dunkerque
et avec tous les ports intérieurs. C'est pour ça qu'on a fait Norlink. L'axe Seine, donc Aropa, le GIE créé en 2012 pour toute la desserte de la vallée de la Seine et de la région parisienne. Et enfin, l'axe méditerranéen avec Medlink. Là aussi, ça a été bien présenté par Paul. Avec l'idée de capter le volume. Alors, le volume, Paul a mis des points d'interrogation. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le volume conteneur qui échappe à la France, il doit être à peu près de l'ordre de 5 millions d'équivalents 20 pieds, à ce stade, aujourd'hui. Et que là-dessus, il y en a 2,5 millions qui sont consolidés, c'est-à-dire qui restent dans les conteneurs, et 2,5 millions qui sont déconsolidés dans les ports. Et sur ces 5 millions qui s'échangent entre Rotterdam, entre Anvers, entre Gênes, entre Barcelone, etc., sur ces 5 millions, il y en a à peu près 1,5 million qui arrivent des ports du Nord. Donc Anvers, Rotterdam. Et on l'a bien vu sur vos cartes, ce marché-là, c'est notre marché. Et on est en 2017. Alors que notre projet, il vise à capter 2,5 millions d'équivalents 20 pieds en 2035. Donc on est quand même sur une progression mesurée et limitée sur le range. Alors, par qui on est aidé et comment l'Europe voit les choses ? L'Europe, dans ses politiques européennes, a beaucoup travaillé sur les corridors, sur ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire les axes ferroviaires, fluviaux, cette politique de corridor qui permet de desservir au plus loin au travers de l'Interland. Je ne vais pas rentrer sur les règlements d'exemption, sur l'ouverture du marché, etc. Ça pourrait venir dans le débat. Voilà, beaucoup plus de concurrence entre les différents opérateurs. Ça, c'est quand même un élément relativement important. Alors, comment les 11 ports, alors il y a les 4 d'outre-mer et les 7 grands ports maritimes français, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tous fait la même chose. Ils ont 3 axes majeurs, la logistique. On passe de ce que moi j'appelle l'ère industrielle de l'après-guerre, où les décisions c'était je mets une usine sidérurgique ici, je mets une raffinerie ici, je mets un électro-intensif pour faire une aluminerie, je mets une centrale nucléaire, etc. Ce qui est le cas de toutes les opérations d'intérêt national, que ce soit Le Havre, Nantes, Bordeaux, Marseille ou Dunkerque. Donc ça, c'est le port industriel qui a oublié de faire du commerce, alors que nos amis du Nord, eux, ils ont fait l'industrie et ils ont aussi fait du commerce. Et donc l'objectif, et je reviens à mes données d'entrée, c'est la logistique et la valeur et le nombre d'emplois que peut ramener la logistique sur un territoire. C'est pour ça qu'on est arrivé dans nos calculs avec Systra comme conseil à évaluer à peu près 16 000 emplois directs, indirects, induits sur la totalité de notre projet et sur la totalité de l'Interland. Néanmoins, c'est pas parce qu'on fait du conteneur et c'est pas parce que ce projet est un projet full conteneur qu'on doit négliger l'industrie. Et on est les premiers exemples d'un appui au quotidien à nos grands industriels. On les a très régulièrement au téléphone et on travaille sur leur performance. Donc ça, c'est aussi un deuxième point très important qui est mis en évidence dans notre projet stratégique. Et enfin, puisqu'on n'est plus manutentionnaire et que ce métier-là, il est oublié puisqu'il est dans la main des manutentionnaires qui sont très importants pour le développement du port, on est devenu des aménageurs de territoire et donc on va faire des zones logistiques, on va faire des quais, on va faire des routes, on va faire tout ce qu'il faut pour que les ports se développent. Voilà. Je ne vais pas après rentrer trop dans le détail, donc il y a des axes qui sont les mêmes, intermodalité logistique, l'industrialisation et la réindustrialisation des espaces. Je rappelle qu'à Dunkerque, on a quand même perdu 2 raffineries en l'espace de 7 ans. Ce n'est pas encore le cas d'autres espaces en dehors de Marseille en France, mais imaginez la fermeture de la raffinerie de Donge ou imaginez la fermeture d'une des raffineries sur la vallée de la Seine, ça pourrait arriver. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comment on réindustrialise ? Qu'est-ce qu'on met à la place ? On fait ça dans une logique d'économie circulaire et d'écologie industrielle. Ça a aussi été notre credo. Et enfin, l'aménagement durable. Il est clair qu'un projet réussi, c'est un projet qui va tenir au maximum et qui va prendre en compte au maximum les données environnementales de notre territoire. C'est aussi ce qui a guidé la réalisation de notre choix sur notre projet CAP 2020.
Voilà. Et je reviens et je reboucle avec les axes. C'est ce qu'un de nos directeurs d'administration centrale disait souvent. On ne gagnera la compétition de la logistique et du conteneur que si on est regroupé. Alors lui, il dit chasser en meute. Moi, j'aime pas trop cette expression-là de chasser en meute. C'est pas terrible. Mais voilà, c'est la structuration par axe qui nous permettra aussi de faire en sorte qu'on donnera confiance à nos clients et à nos chargeurs. Donc on a, nous, créé Norlink l'année dernière et le 27 septembre, je crois qu'une grande partie d'entre vous est invité à Lille pour faire le bilan de la première année. Il y a un élément qui est très important, qui vraiment me tient à cœur, c'est la décarbonation du système de transport. On a tous signé, il y a beaucoup de pays qui ont signé l'accord de Paris, il y en a qui sont revenus, ont peut-être re-signé finalement bientôt. Le système de Dunkerque, je rappelle que Dunkerque est le premier port multimodal français, 52% de report modal, premier port ferroviaire français, premier port fluvial du l'ex-Nord-Pas-de-Calais. Il y a des atouts et c'est ça qu'on veut valoriser. Et on veut aussi valoriser la décarbonation dans le système de transport routier en utilisant des techniques plus propres. Voilà, GNL, hydrogène, électricité, ça fait partie des sujets qu'on va traiter demain. Et puis je vais m'en arrêter là, ça c'est le rappel du cadre général. Bon, après il y a plein d'actions dont on pourrait reparler. Voilà, je vous remercie. Merci, je vous en prie, monsieur. Philippe Bertonnage, je suis président du conseil de développement du port de Dunkerque. J'ai une question à monsieur Touret. J'ai été surpris dans son exposé de voir des pointillés pour l'artère nord-est. En 2008, l'artère nord-est supportait jusqu'à 4,5 millions de tonnes de trafic de vrac sec à destination de la Lorraine et au-delà, vers le Jura. Et aujourd'hui, ces 4,5 millions de tonnes ont pratiquement disparu, puisqu'il n'y a plus de minerai de fer pour la Lorraine, il y a de moins en moins de charbon pour la Lorraine et d'autres destinations. Et donc, il y a de la place sur l'artère nord-est, et j'ai été un peu surpris de votre propos sur l'absence de lien avec l'Est. En fait, j'ai fait de l'impressionnisme, mais j'aurais dû faire du réel. C'était une carte des services. Et en fait, c'est pour ça que c'était pour montrer les services, notamment conteneurisés de l'ex-Green Modal et de Naviland Cargo. C'était conteneur. Et d'où la question. C'est bien ça un des problèmes. Et je vous dis que j'y tâte depuis 3 semaines. Je ne trouve aucun document, ni en Lorraine ou quoi que ce soit, qui parle. Je parle des conteneurs, encore une fois. Que l'allié. Comment on fait pour la France, qui a quand même une liaison électrique double sens, qui va quand même du nord vers la Lorraine, qui n'est pas utilisée, qui n'a jamais été développée. C'est bien une des questions. Et pour moi, puisqu'on partage, en tout cas du point de vue national, la même lecture, qui est une lecture d'axe, comment ça se fait qu'il n'y a aucun rapport? Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas lu votre rapport parlementaire du Nord. Ça, je connais les 2 autres. Mais celui-là, je ne l'ai pas lu pour des raisons professionnelles. J'y ai été pas tâté. Je ne sais pas ce qu'on en dit, mais en tout cas, quand on prend les documents du point de vue de la Lorraine et du point de vue du marché, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un trésor infrastructurel qui est sans doute important, puisqu'on a un axe lourd ferroviaire qui nous permet d'aller quand même vers l'intérieur. Alors évidemment, ce n'est pas dans tous les corridors européens qui ont tendance à monter, à descendre, etc. Mais je crois qu'il faut se détacher, on l'a dit. J'ai marqué, il faut se détacher de la lecture de corridor, qui est une lecture infra, pour avoir dans une lecture d'axe, qui est à mon avis plus une lecture de marché, puisque le corridor, pour une fois, on l'a. Et je pense que c'est un des choses essentielles, un port de commerce avec des axes commerciaux, et non pas un port infrastructure avec des infrastructures terrestres, si je dois résumer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Franck Gon, secrétaire général des ouvriers dockers. Donc, comme Monsieur Raison l'a dit, hein, ça nous a conforté, que ce soit du côté d'Isemar ou de l'Institut économique, hein, Monsieur Marx, dans tous les exposés et dans le détail. Donc, on voit bien le potentiel d'emploi, puisque, bon, en tant que syndicaliste, nous, on vise bien évidemment à développer l'emploi au travers de l'activité portuaire sur le port de Dunkerque. Pour ma part, j'ai aussi effectué, en tant que membre du conseil de développement et vice-président aux côtés de
Monsieur Berthenet, j'ai développé de nombreuses discussions autour de ce projet stratégique. Donc on a, dans ces exposés, globalement, on comprend qu'on a énormément d'atouts. Nous, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on a repéré, c'est ce qu'on a acté, et c'est pour ce quoi on se bat tous les jours, hein, essayer d'avoir vraiment la meilleure terre d'accueil, en passant par la fiabilité, par notre dialogue social qu'on a depuis 25 ans, depuis qu'on a aussi trouvé des solutions pour baisser les coûts auprès de nos partenaires économiques, quand on parle de transbordement au niveau du conteneur, quand on parle d'acheminement au niveau de l'industrie des marchandises premières dans le Dunkerquois. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Comme on a tous identifié, et c'est très bien qu'on a quelqu'un d'extérieur et des gens extérieurs qui ont identifié qu'on avait tout pour réussir. Il y a ce projet CAP 2020 bon, je le dis clairement, puisque maintenant on rentre sincèrement dans le débat public qui est beaucoup trop axé conteneur. J'ai un sentiment où on oublie la partie industrielle qui génère, je rappelle, sur nos 25 000 emplois, 10 000 emplois dans le Dunkerquois qui sont reliés à la sidérurgie. Donc pas assez de visibilité au niveau de comment on fait pour conforter l'industrie et la développer, même si on a eu beaucoup de discussions avec nos partenaires industriels et à savoir comment on peut aller plus loin dans la partie industrielle. Bon, aujourd'hui, on reste très clairement sur notre fin au niveau de certains industriels dans Dunkerquois parce qu'on ne voit pas comment on peut aller plus loin. Moi, ma question, c'est que j'ai envie de dire, on a déjà des capacités. On a un terminal conteneur qui est à 340 000. On espère le développer à 400 000, peut-être voire 500 000 EVP. On a une capacité de terminal à conteneurs qui peut aller de 900 à 1 million de conteneurs. Nous, on est déjà occupés avec notre direction à travailler sur des nouvelles modernisations au niveau manutention. Donc, on a des fortes capacités possibles de développement. J'ai envie de demander à vous deux, les spécialistes, hein, je m'adresse à monsieur Touré de l'Isemar et monsieur Mars pour Brême, qu'est-ce qu'on doit faire en plus? Parce que vous l'avez dit, on a des atouts, mais qu'est-ce qu'on doit faire en plus pour remplir nos zones et justifier dans le débat public des linéaires de quai, puisqu'on va aller vers des linéaires de quai. Et moi, j'ai envie de dire des linéaires de quai pour le conteneur, mais aussi à réfléchir pour des linéaires de quai pour l'industrie. Merci, monsieur. Écoutez, les questions s'adressent à vous, monsieur. Vous pouvez répondre et puis vous préparez pendant ça d'autres questions. Je commence tout doucement. Après, je laisse la parole à Zonké. Évidemment, en France, on a eu un problème, c'est qu'on a constitué deux grands ports qui sont Marseille et Fos, avec beaucoup de capacité. Vous avez vu Fos de XL, qui n'est qu'une adaptation du bassin historique de la conteneurisation à Fos, et évidemment Port 2000. Après, on a deux ports qu'on a formatés effectivement à 500 000 EVP, qui sont Dunkerque et Nantes, enfin Montoire, avec à peu près le même profil, hein, en longueur comme en largeur, et à peu près à 500 000, et avec la même frustration, c'est-à-dire qu'on n'est même pas arrivé à 500 000. Avec une vraie question derrière qui reste dans les deux ports la même chose, c'est pourquoi ces ports ne sont pas des home ports, des ports domestiques, des ports, j'allais dire, d'une sorte de patriotisme portuaire de l'Interland. Nous, on dit souvent que l'Interland de Nantes s'arrête à la banlieue est de Nantes. 40 km du port. Et ici, on sait bien qu'on a un grand groupe que vous connaissez tous dans le Nord, donc il n'y a pas forcément la réputation, si ça a changé peut-être depuis, même si on avait vu un accord, qui évidemment, le groupe Auchan et tout ça, et d'avoir pris en considération son port domestique. Quand on connaît nos amis belges à moins de 15 km d'ici, et la question du home port. Après, donc déjà remplir ça. Maintenant, on peut se demander pour nous, par exemple, on fait une extension de 300 mètres pour accueillir des navires plus gros. Ici, c'est plus massif. C'est se dire finalement, c'est un peu bizarre comme raisonnement. On n'est déjà pas arrivé à 500 000 avec notre truc. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Mais quelque part, est-ce que l'économie nationale, une meilleure organisation des services, la décarbonisation, solution intermodale de fond, mérite pas? Et pourtant, je ne suis pas un zélateur des extensions portuaires. Je pense que souvent, le quai pour le quai n'est pas une solution en France. Mais peut-être se donner un petit coup de, on va dire, un petit coup de updating portuaire pour au moins être à une catégorie qui correspond à des demandes.
en répondant à 2 questions. Chez nous, par exemple, pourquoi le Grand Ouest ne serait pas traité directement par l'arc atlantique? Et ici, pourquoi Dunkerque, port du nord de la France avec un hinterland derrière, ne mériterait pas effectivement une infra meilleure? Et si on répond que la mer, elle est là, qu'on a du tirant d'eau, etc. On en parlait, il n'y a que 2 ports qui ont du tirant d'eau satisfaisant aujourd'hui. Il y en a 3, Zeebrugge, Dunkerque et Rotterdam. On sait ce qui est en train d'arriver à Zeebrugge parce que les Belges se sont arrangés pour que Zeebrugge soit ce que soit Zeebrugge aujourd'hui. On a peut-être, la France mérite peut-être, voilà. Si on a cette équation-là, du tirant d'eau, de la capacité logistique, de la capacité intermodale, fluviale, ferroviaire, voire routière sur le Grand Nord, etc. Voilà. Quelque part, c'est une équation qu'il faut répondre, avec une question derrière. C'est si on veut vraiment passer le niveau. Ou alors, on reste un port de 500 000 EVP, on en fait 340, on fait travailler un certain nombre d'acteurs portuaires, et puis on s'en contente. Maintenant, c'est comment on passe à un updating que mériterait peut-être une économie décarbonée, et puis l'intérêt de l'économie française. Il n'y a pas de raison qu'on en ait... Combien ça fait 50 millions d'euros de valeur ajoutée pour la logistique et le transport. Il n'y a pas de raison que le Benelux soit la seule interface portuaire de ce continent. Zonke, qui vient d'Allemagne, va essayer de nous donner son point de vue. Je pense une partie de la réponse, c'est ce que j'avais présenté tout à l'heure. Il y a, pour vraiment déclencher cette dynamique de gravité, il faut une masse critique. Pour avoir des services ferroviaires, une offre intermodale, il faut les volumes maritimes, donc il faut plus de lignes maritimes. Donc c'est un peu la question du poulet et du l'œuf. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si j'avais la solution, je pense que l'ISL aurait beaucoup plus de projets pour les ports. Donc il y a différentes mesures qu'on peut essayer. Par exemple, le port d'Anvers, même s'il est déjà très grand, ils essayent de promouvoir des offres intermodales avec des soutiens financiers pour déclencher cette dynamique. Par exemple, il y a d'autres mesures. Bien sûr, il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut attirer les armateurs, les grands armateurs, peut-être une deuxième alliance, peut-être regarder ce qui s'est passé dans le port de Wilhelmshaven, en Allemagne. On avait fait des prévisions, c'était un peu la situation comme ici. Ils ont tous les atouts, ils ont un tirant d'eau quasi sans limite. Ils ont l'infrastructure, ils ont une autoroute qui se termine quasiment sur le terminal. Donc pourquoi n'y a-t-il pas plus de trafic? Et pendant des années, ça n'a pas marché. Puis après, quelques mois, pendant un an, au fil d'un an, il y a plusieurs lignes et plusieurs alliances qui sont venues maintenant. Et maintenant, le port a déclenché cette dynamique et peut-être verra 1 million de VP très prochainement. Donc il n'y a pas une solution magique, mais il y a différents types de mesures qu'on peut essayer. Il faudrait aller dans le détail. Monsieur. Bonjour, Jean-Pierre Baumel, directeur administratif et financier de Dillinger France et contrôleur de gestion de Stahl Holding SAR. J'ai une question parce que j'ai vu dans le rapport, en le lisant très rapidement, le document qu'on a eu ce matin, on est tous là pour développer le port de Dunkerque. Moi, je suis dunkerquois de naissance et ça, je pense que c'est un objectif majeur et merci de faire un débat public là-dessus. Par contre, il nous faut faire les bonnes priorités. Et aussi, moi, il y a des choses qui m'inquiètent. Je n'ai pas bien compris quel était le point mort d'échange de nombre de conteneurs par an pour faire de l'aller-retour, parce que de toute façon, en logistique, il faut faire de l'aller-retour, sinon c'est pas bon. Donc apparemment, 300 000, c'est pas bon. 900 000, c'est pas bon. Il faut peut-être passer plus. Ça, c'est une question. Et je ne comprends pas non plus... j'ai vu qu'à un moment donné, on va passer de 550 camions jour à peu près à 3000, à 2000, à peu près 1500 camions par jour en plus. Quelles sont nos relations et nos possibilités pour développer le secteur routier et aussi parce que déjà on manque de camions sur le Dunkerquois, bien souvent pour expédier nos produits. Et après, on espère beaucoup avec le trafic ferroviaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gares de desserte en France qui ont été fermées et on aura encore ce problème à résoudre. Monsieur, je vous en prie. On va prendre une série d'interventions. Je vous en prie, monsieur, allez-y. Oui, je voulais rebondir sur la... Je pense que beaucoup d'entre nous vous connaissent. Mais... Oui, Alain Simoneau, journaliste pour Le Marin.
c'est pas tout à fait la place des journalistes de poser des questions aujourd'hui, mais enfin, vous me le pardonnerez. Suivant la question de Franck Gons, je me demande si Stéphane Raison ne pourrait pas nous dire si la raison pour laquelle on fait du tout conteneur dans ce projet CAP 2020, enfin même si en pointillé, on a toujours le projet Baltique qui permettrait de faire également du vrac. Est-ce que finalement vous ne pensez pas, Monsieur Raison, que c'est parce que l'industrie que vous voyez se développer à Dunkerque dans les 10 ou 15 années qui viennent générera au moins autant de conteneurs que de vrac? Or, nous avons des réserves pour faire, par exemple, de l'importation de matières premières de vrac, mais peut-être que ces industries exporteront des conteneurs. C'est une question que je pose. Et on a bien entendu avec les paroles de Paul Touret et de Sönke Match qu'on a un petit problème avec les exportations. Bon. La deuxième question, c'est... vous avez parlé de Wilhelmshaven, Monsieur Match. C'est quand même un exemple qui nous intéresse beaucoup. Et je voulais vous demander si, à votre avis, en faisant aussi le parallèle avec Zeebrugge, est-ce le transit, les forwarders de Hambourg, qui ont décidé que peut-être c'était le moment de développer Wilhelmshaven, parce que développer du tirant d'eau à Hambourg, c'est quand même très difficile, et il y a quand même 100 km presque j'exagère, mais enfin, il y a quand même beaucoup de kilomètres pour remonter l'Elbe jusqu'aux terminaux. Voilà, alors je pose cette question aussi parce qu'à Zeebrugge, c'est bien le transit anversois qui un jour a dit, bien, on va faire du conteneur à Zeebrugge, et on en a fait beaucoup, et puis le jour d'après a dit, ah ben tout compte fait, on ramène tout à Anvers. Monsieur Toufon. Merci. Alain Lefebvre, DG des Ports de Lille. Donc à la question, est-ce qu'il y a des conteneurs à l'exportation, mais la réponse est vraiment oui. Donc nous avons énormément de flux. Évidemment, avec le port d'Anvers, les trafics import-export avec Anvers sont globalement équilibrés et même à certains moments en déséquilibre en faveur des exportations. Donc oui, il y a un potentiel énorme en termes d'exportation. Bon, au port de Lille, nous captons évidemment pas tous les flux en intermodalité par voie fluviale avec le port d'Anvers. Et donc cette information est importante et renforce le côté impératif d'amélioration des infrastructures portuaires ici à Dunkerque. Ici, Dunkerque veut se positionner convenablement vis-à-vis des exportations. Donc il y a le marché local qui peut être développé évidemment par des nouvelles implantations industrielles qui pourraient réexporter par la voie maritime des conteneurs maritimes, mais il y a déjà un potentiel à l'intérieur, je vais dire, des terres dans l'interland du port de Dunkerque, et les quantités sont extrêmement importantes, notamment dans tout ce qui gravite autour de l'agroalimentaire. Et donc ce sont des éléments importants aussi, parce que ce sont des produits à forte valeur ajoutée, qui nécessitent quand même de mettre la qualité de service à un très haut niveau. Et donc là, le port de Dunkerque a une carte à jouer. Et donc c'est une condition nécessaire et pas suffisante, mais ça j'en garde un peu pour mon exposé d'après. Mais il est impératif d'avoir des améliorations au niveau des infrastructures. C'est par là que ça va commencer. Après, il y a encore évidemment beaucoup de choses à mettre en place, notamment par rapport aux évolutions de gestion des données, etc. Mais donc oui, il y a du potentiel à l'export extrêmement important dans la région. Quelqu'un avait demandé la parole à côté, avant madame. Merci. André Fada, André Fada, CGT. Je représente la CGT de l'intérim et je souhaiterais qu'on aborde un peu quand même, bon, on parle du développement et les perspectives que ça peut apporter en termes de commerce, en termes de trafic. Mais nous ne pouvons pas oublier quand même qu'il existe une première phase qui va être la phase de construction de ce grand chantier. Et il y a la phase 2 qui va concerner l'exploitation. Sur la phase 1, il me semble quand même qu'il est important qu'on aborde la question de l'emploi et de la qualité de l'emploi, les perspectives d'emploi
par rapport aux salariés et aux citoyens du bassin dunkerquois, non seulement en termes de mise à l'emploi, de maintien des emplois, mais aussi en termes, en perspective de sauvegarde des emplois avec les qualifications et les compétences qui vont avec. Alors on parle de la logistique, on parle du transport, on parle de réindustrialisation, et évidemment il y a toute la partie gros œuvres, construction qui va avec. Il y a aussi la partie réparation navale. Il me semble qu'il va falloir aussi mettre l'accent là-dessus, dans le renforcement des capacités professionnelles pour assurer une pérennité des activités de réparation navale, y compris un renforcement de la réparation navale. Donc vous voyez bien, c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut absolument mettre dans le débat. Quand on parle de l'emploi, on parle bien de qualité de l'emploi. Pour nous, au niveau de la CGT, vous le savez bien, l'intérim existe bel et bien, il est très implanté dans le bassin dunkerquois, y compris dans le dossier, il est évoqué de l'ordre de 1700 emplois en intérim. Mais quel type d'intérim? Parce que si c'est pour subir des contrats successifs à la semaine, comme ça existe déjà un peu partout dans les différents secteurs d'activité, nous on dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, d'autant plus que c'est une activité durable. Il y a la phase de construction qui va demander un certain temps, donc avec une durée déjà qui est à peu près, disons, réfléchie et bien envisagée. Donc il est anormal que les intérimaires qui soient insérés dans ces activités de première phase soient avec des contrats ultra précaires à la semaine. Ça, pour nous, il est hors de question, il faut aller sur le CDI. Il y a des entreprises qui sont en capacité d'embaucher en CDI, et je ne parle pas du CDI de chantier, j'en parlerai après, mais je parle du CDI classique, de droit commun. Donc il y a ces entreprises-là, en fonction des besoins identifiés sur le bassin d'emploi, dans les entreprises intervenantes sur ce grand chantier, notamment sur la première phase, il faut examiner quelles sont les possibilités d'aller sur l'embauche en CDI. Ensuite, là où ce n'est pas possible d'embaucher en CDI, là, il faut voir comment on sécurise le parcours professionnel des salariés intérimaires avec des contrats qui ne sont pas à la semaine, mais avec des contrats de longue durée. Si le chantier ou un certain nombre de phases de la phase 1 va demander 6 mois de chantier, 6 mois d'intervention, 5 mois d'intervention, 1 an d'intervention pour certains types d'activités, il faut aller sur le contrat durable. Et pourquoi le contrat durable je vais vite, j'essaie d'aller vite. Non, mais je pense que c'est un élément important qu'on ne peut pas évacuer comme ça. Le contrat intérimaire aujourd'hui est un contrat tel qu'il existe aujourd'hui, qui permet de sécuriser les salariés intérimaires dans la durée parce qu'ils ont des acquis en termes de droits transportables, transposables et transférables dans la branche de l'intérim. Chose qui n'existe pas dans le CDD ou dans le CDI de chantier. Vous allez être surpris, oui, la CGT défend l'intérim. Non, la CGT défend l'emploi durable, l'emploi stable. Et le CDI en premier lieu. Mais il y a aussi une possibilité. C'est le contrat d'intérim, il faut le sécuriser, il faut le faire en sorte que le salarié ne soit pas dans des situations de précarité absolue avec l'incertitude du lendemain. Et ensuite, pour terminer, ce que je dirais, bon, évidemment, tout ça, il y a la partie formation professionnelle qui va avec les formations qualifiantes et tout ce qui peut se construire pour l'avenir, notamment pour les jeunes, mais aussi pour tous les salariés qui ont été licenciés d'un certain nombre d'entreprises. Comment on les remet dans l'emploi, mais pas n'importe quel emploi, donc l'emploi de qualité, et pas pour basculer dans le contrat CDI de chantier, dont on nous parle, on nous rabâche déjà depuis quelques semaines, je finis, parce que ce contrat ultra précaire, non seulement il y a une perte de rémunération avec la disparition des indemnités de fin de mission, des indemnités compensatrices de congés payés pour les intérimaires, mais ils perdent les salariés tous les acquis obtenus, tous les droits obtenus par leur ancienneté dans la branche. Donc ce sont des axes sur lesquels nous on veut s'inscrire, sur lesquels on veut travailler. Il faut examiner tout ça, et je pense que le débat il doit contribuer à tout cela. Merci. Oui, Marilène Copy, chargée de mission ARACT Hauts-de-France. C'est un petit peu complémentaire avec ce que disait monsieur précédemment. C'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'était l'emploi, là c'est le travail. La question que je me posais, effectivement, vous dites là on est très en amont dans l'anticipation, mais mettre un petit peu le travail au cœur du développement, c'est aussi dans l'anticipation. Et je revenais plutôt là sur la question du contenu du travail que vont offrir ces emplois.
En termes de logistique, il y a énormément d'évolutions avec le numérique. Je me demandais si ces questions-là sur le type de logistique et le lien avec le numérique étaient déjà posées en amont. Ça me paraît être dans l'anticipation. Et de la même manière, sur la question de la containerisation, on sait, là pour être en contact avec entre autres le port de Marseille, on sait qu'il y a des problématiques de risques chimiques dans l'ouverture des containers. Et on se demandait si ça aussi, ça allait être travaillé. Ce sont des questions aussi centrales sur le développement pérenne et socialement durable. Voilà. Merci Francis Henbert, donc de la Chambre régionale d'agriculture, mais également président d'une coopérative céréalière. Et vous savez que le port de Dunkerque est un grand exportateur de céréales. Nous participons bien sûr au développement de cette activité. Moi, ma question est celle-ci pour le développement du port demain. On parle beaucoup du canal Seine-Nord actuellement, et avec des plus, des moins, des plus, des moins, et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais enfin, pour nous, qui dans la branche agricole, on travaille essentiellement des pondéreux, des céréales, etc. L'agrandissement de l'Interland par la construction du canal Seine-Nord est une phase très importante pour nous, pour le développement de nos exportations de demain. Donc je voulais savoir où ça en était, parce que derrière ça aussi, on est en train d'étudier actuellement la possibilité d'importer des engrais et tout ce qui pourrait éventuellement servir pour la logistique, c'est-à-dire d'avoir des retours avec nos camions. Il faut savoir qu'à Nord Céréales, on est passé de 80% camions à 50% péniche. Donc on a fait des gros efforts d'investissement sur le fluvial et sur les canaux. Je pense que ça serait dommage de ne pas avoir maintenant le Seine-Nord pour pouvoir continuer cette phase dynamique. Donc je voulais savoir où ça en était et si vraiment on pouvait y croire. Merci. Alors une petite question qui va... Oui, Jean-François Vérec, directeur adjoint de l'agence d'urbanisme de Dunkerque. Une petite question qui va peut-être déborder sur une autre table ronde, mais je profite de celle-ci pour déjà lancer un peu le débat. On est sur un objet d'innovation, donc le container qui date des années 60, création 1956, je crois. Donc c'est une innovation qui est quand même assez ancienne. Aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'on se lance un peu avec du retard sur un rattrapage vis-à-vis de cette ancienne innovation. Or aujourd'hui, on commence à avoir des signaux faibles qui deviennent de plus en plus forts sur le développement de routage collaboratif, du conteneur de demain, quoi. Donc en fait un conteneur à dimension variable. Donc j'aimerais savoir comment le projet intègre cette évolution du conteneur qui va complètement bouleverser la logistique, et tel qu'on a pu le comprendre notamment aux réunions de l'AIVP à Rotterdam, ça pourrait mettre en avant les ports moyens. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je voulais savoir si ces nouvelles perspectives pouvaient s'intégrer harmonieusement dans le projet. Bonjour, Patrick Jean Ardin, MEDEF Côte d'Opale. Les interventions de nos différents orateurs ont bien entendu, et c'est normal, porté sur le maritime, mais il existe également sur la rangée un port sec, c'est Eurotunnel. Alors, est-ce que c'est une question, la présence d'Eurotunnel, qui mérite d'être soulevée dans le débat qui nous réunit ce matin? Donc François Lavallée, président de la Chambre de commerce Littoral Hauts-de-France. Je vous remercie. La coopération entre les ports, elle existe. Je vais en faire un témoignage. Aujourd'hui, nous avons des coopérations entre le port de Boulogne et le port de Dunkerque. Sachez que le port de Boulogne traite 300 000 tonnes de poissons par an, et la grande partie de ces tonnages arrive au Havre ou arrive à Anvers ou à Rotterdam. Donc ça, c'est des tonnages captifs qu'on pourrait faire passer par Dunkerque. Il n'y a pas de raison. On est plus économique que passer par Dunkerque. Faut-il encore convaincre les fournisseurs et les clients de passer par Dunkerque? Donc coopération, c'est, je pense, extrêmement important. Deuxième chose que je voudrais quand même dire, c'est qu'il n'y a pas de développement s'il n'y a pas d'investissement. Et aujourd'hui, moi qui suis chef d'entreprise, si je n'investis pas, mon entreprise meurt. Si demain le port de Dunkerque n'investit pas, elle mourra. Donc ici, on est pour le port de Dunkerque, on est pour son développement. Y compris d'ailleurs
Et je reviens, y compris d'ailleurs sur tous les modes de transport, augmentation de la surface routière, hein, parce qu'on est aujourd'hui sur une autoroute A16 qu'il faudra développer, sur bien entendu le canal Seine-Nord. On ne peut soutenir que aussi des développements sur nos infrastructures. Notre pays doit investir dans ces infrastructures et notamment notre région. Je commence. Je crois qu'on reste toujours dans l'histoire de l'œuf, la poule et le nid. Et aujourd'hui, on se dit, allez, faisons grossir le nid pour qu'etc. Que des poules plus grosses arrivent et puis ça permettra d'avoir des œufs. Ça, c'est la vérité. Je voudrais vous rappeler quelque chose qu'il faut bien comprendre comment fonctionne d'une manière très grossière l'économie du transport maritime dans ce pays. À l'export, ce sont des gros chargeurs qui ont tendance à privilégier nos ports avec des solutions intermodales maîtrisées par eux-mêmes. C'est pour ça qu'à l'export, les ports français sont plutôt bien placés. À l'import, on a plutôt la grande distribution dans toutes ses variantes, un certain nombre d'importateurs spécialisés. Je pourrais vous citer, pour l'avoir connu, un importateur en contreplaqué qui se trouvait en Seine-et-Marne, qui ne voyait pas une seule feuille de contreplaqué dans son entrepôt puisqu'il n'en avait pas. Et tous ces gens-là utilisent des transitaires, qui ont pris des bonnes habitudes en Belgique, qui eux-mêmes ont des bonnes habitudes avec les transporteurs internationaux, qui trouvent des très bonnes solutions en Belgique et qui font souvent ce qu'on appelle du merchant haulage, c'est-à-dire que le transport final est acheté par le transitaire et sans que le chargeur ou l'armateur ait la vue. Pour vous dire, dans les statistiques que j'ai reçues il n'y a pas longtemps, les armateurs qui ont des compilations me disent qu'il n'y a que 70 000 conteneurs qui passent par Anvers d'après eux, parce qu'eux ne voient que le carrier haulage, c'est-à-dire ce qu'eux vendent quand il y a un BL, effectivement, de Dunkerque, Le Havre, etc. Ça veut dire que notre combat, il est quand même logistique. Il est dans l'infra, on est bien d'accord pour que nos belles poules soient dans un beau nid et puissent produire des œufs. Mais les œufs, ils ont besoin de quelque chose. Et il faut revenir à cette notion essentielle qui doit être dedans, qui est port de commerce. Un port de commerce, aujourd'hui, on le sait bien, c'est avec des infrastructures logistiques. Ça peut être en camion sur la région lilloise, le Hainaut ou le nord de la Picardie. Ça reste du ferroviaire, du fluvial, mais il faut être dans cette notion-là. Et effectivement, après, la logistique, on a parlé des emplois. C'est vrai que ce sont des emplois, pour vous dire, ça peut être on a beaucoup souri de Marseille pendant longtemps sur Fos Distriport, qui est aujourd'hui une des plus belles réussites logistiques d'Europe de l'Ouest, après le Benelux, ou même l'Espagne. C'est plus de 5000 emplois sur Fos. Et pourtant, à Fos, il n'y a pas de connexion autoroutière depuis. Il n'y en a jamais eu. C'est quand même il n'y a pas de solution rapide. Il y a des solutions ferroviaires, il y en a. Le fluvial, ils ont un problème fluvial depuis aussi 50 ans qu'ils n'ont jamais résolu. Et pourtant, Fos, c'est 10. Je pense qu'il faut vraiment avoir les trois choses en même temps. L'infra, et après, enfin les trois choses, l'infra, la logistique du bord à quai jusqu'au fin fond du pays du Hainaut, et puis après les solutions fluviales et ferroviaires. C'est cet ensemble-là qui marche, et ne pas oublier que derrière, il faut des clients, il faut des chargeurs qui en aient envie, il faut des transitaires qui en aient envie, etc. D'où un combat collectif, et pas simplement dans l'infra. Moi, Seine-Nord, je ne vais pas être dessus parce que vous êtes trop dans cette question-là. Je me pose beaucoup de questions de Seine-Nord. Je comprends la solution, je garde 20 secondes. Je comprends l'intérêt, notamment pour des solutions de pondéreux. Sur la conteneurisation, est-ce que ça vaut le coup? Justement, puisque le but, c'est de ramener plutôt de la logistique en bord à quai, le bord à quai étant la moitié du département du Nord et la moitié du Pas-de-Calais. C'est plutôt là-dessus qu'il faut vraiment essayer de hiérarchiser les choses, avec une question derrière qui est presque psychologique, pour finir. Qui est psychologique, c'est vraiment créer un home port au niveau de Dunkerque. Enfin, le combat, il est le port des Hauts-de-France, avec l'avantage c'est qu'on peut y mélanger Dourges, Valenciennes, Lille, éventuellement les plateformes intermodales du Beauvaisis et de tout ce que vous avez sur l'ensemble des régions Hauts-de-France. D'où cet intérêt de cette section, et je le répète, des axes et non pas des corridors d'infrastructures décidés par des politiques d'État. Des axes commerciaux avec des acteurs. Et encore une fois pour finir, mais je fais tout le temps pour finir, quand Green Modal et aujourd'hui passe chez le groupe Charles-André et n'est plus CMA-CGM, c'est intéressant parce qu'on a un deuxième acteur privé qui peut développer des services, parce qu'on reste dans cette économie des transports qui est une économie du service privé et non de l'infra. Il en faut parce qu'il faut bien... Et après, on laisse le marché et on favorise le marché, etc. etc. J'ai fait beaucoup d'IAC à Faucon, mais... Bon, j'aimerais revenir sur la question sur le port de Wilhelmshaven. Il y a aussi des liens avec ce qu'il dit Portugal, justement, maintenant. Il faut toujours se demander qui est-ce qui prend la décision du port qui sera utilisé pour acheminer les conteneurs. Donc, les chargeurs à Hambourg, c'est aussi un marché de merchant haulage, c'est-à-dire que quasiment la totalité du marché est faite par des forwarders locaux.
dans la ville d'Hambourg. Donc eux, ils n'ont pas intérêt à choisir un autre port. Et les chargeurs, eux aussi, ils vont toujours, comme le coût du transport maritime est normalement le même, soit si c'est Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hambourg, c'est toujours le même tarif qui est appliqué normalement par les armateurs. Donc les chargeurs, ils ont toujours intérêt à choisir le port qui est le plus proche pour réduire le coût de la chaîne de transport. Cela, c'est surtout un problème. C'était un problème pour le port de Wilhelmshaven parce qu'il n'y a presque pas de trafic captif, de trafic interland. La zone logistique, elle est en train de se développer, mais ça reste très très faible. Ça ne justifie pas des escales d'une ligne maritime. Donc, ce qu'on a fait à Wilhelmshaven, c'est les amateurs qui ont utilisé le port de Wilhelmshaven pour le carrier haulage, pour les conteneurs, où ils font toute la chaîne logistique. Donc, sur ce point-là... Bon, c'est l'ensemble de la chaîne. Oui. Est-ce qu'il court-circuite le port de Est-ce qu'il court-circuite? Oui, mais cette bataille entre les amateurs qui veulent toujours aussi profiter de toute la chaîne logistique, donc aussi faire des bénéfices sur la partie interland, cette bataille, elle est toujours là. Donc, s'ils ont des clients, eux, ils peuvent décider sur la chaîne logistique et bien sûr aussi sur le port qui sera utilisé. Donc, ils peuvent, si le volume est suffisamment grand, ils peuvent installer eux-mêmes, comme des chargeurs comme Maersk, ils peuvent installer un train, une offre intermodale avec leur volume. Parce que les autres, les merchants, ils ne vont pas utiliser cette offre, ils vont toujours utiliser le port qui est le plus proche parce que c'est le moins cher. Donc si on regarde le port de Dunkerque, cela devrait jouer pour le port de Dunkerque parce qu'ici, on a l'inverse, on l'a vu sur la carte tout à l'heure, la variante la plus économique dans beaucoup de cas, c'est utiliser le port de Dunkerque. Donc, pourquoi on ne le fait pas? Ça peut aussi être un manque de services maritimes parce qu'il n'y a que la Chine, il y a un service ou deux services, une alliance, ça ne suffit pas, il faut une offre globale. Aussi, pour les grands chargeurs ou les grandes chaînes de distribution, ils ont besoin d'un réseau qui est plus important, qui est mondial. Donc dans ce cas-là, peut-être ils favorisent le port d'Anvers, non parce qu'il est moins cher, je pense, mais parce que il n'y a pas la possibilité d'acheminer les marchandises vers certaines régions. Parfait, monsieur Raison, peut-être quelques mots, sachant qu'on va pas trop jouer. Je vais être bref. Non, je pense qu'on a quand même bien résumé les uns les autres notre sujet. Il y a d'abord un problème de masse critique, je pense que c'est clair. À 200 000 équivalents 20 pieds il y a 7 ans ou à 400 en cette fin d'année, on pèse pas encore suffisamment. Deuxième sujet, c'est un sujet d'infrastructure. Quand on a un seul poste à quai grand navire, c'est quand même compliqué de faire venir X lignes maritimes. Il y a encore une escale qui a été supprimée cette nuit à Dunkerque pour des questions de disponibilité de poste à quai. Donc ça fait aussi partie du jeu. Et dernière chose, je pense que c'est fondamental, mais la question de Philippe était extrêmement intéressante, c'est-à-dire comment les ports d'à côté ont archi-subventionné le transport multimodal, notamment le ferroviaire, pour pouvoir prendre des parts de marché en France, dans le nord de la France ou dans l'Est. Et c'est une question qui va nous dépasser, puisque les aides en question sont généralement des aides du gouvernement belge sur l'appui au développement de ces lignes multimodales. Autre point qui me paraît très important, c'est l'industrie. Effectivement, ce qu'on appelle l'imbalance aujourd'hui à Dunkerque reste important, même si Alain Lefebvre l'a dit tout à l'heure, le potentiel d'exportation existe, mais les chaînes logistiques sont un peu enfermées dans des systèmes existants.
Et on va chercher, et les armateurs vont chercher à réduire ça. Et ce que l'on fait aujourd'hui dans les implantations, d'ailleurs la dernière qui a été annoncée par le président de la communauté urbaine la semaine dernière, montre qu'on va chercher à exporter et donc trouver de la cale pour intéresser les armateurs. C'est vrai pour tout, mais il faut atteindre un seuil, et ce seuil, on n'est pas loin de l'atteindre aujourd'hui. Donc voilà, c'est le démarrage, je pense, d'une histoire intéressante, mais qui va se poursuivre. Si j'écoute les chiffres qui ont été donnés par mon voisin de droite, on est à plus de 2,9 millions. Si on prend l'Allemagne du Sud, la Suisse, l'Interland Est, d'ores et déjà. Donc, sachant que ce que vous avez dans le dossier, ce sont des perspectives à échéance de 2035. Donc le taux de captation qu'on recherche, il est quand même relativement faible. Donc je pense qu'on est effectivement très très convergent avec les démonstrations qui ont été faites ce matin sur ce projet de développement qui intéresse la totalité du nord de la France. Ce n'est pas un projet uniquement dunkerquois. Juste peut-être un mot. On a tendance à dire que Dunkerque c'est le 4e port anglais. Il y a un sujet qui nous tombe dessus qui s'appelle le Brexit. Bien entendu, les coopérations existent entre Eurotunnel et le port de Dunkerque. Le grand sujet aujourd'hui, c'est la tarification dans le tunnel pour transporter des conteneurs à destination de la région de Londres. Aujourd'hui, la tarification n'est pas compétitive. Donc on verra avec le Brexit si elle le deviendra, mais aujourd'hui, elle ne l'est pas. Donc voilà. Puis on a un petit problème d'infrastructure où les ponts qui ont été dimensionnés, redimensionnés sur Calais-Dunkerque n'ont pas été mis au gabarit forcément sur le transport de conteneurs. La ministre, Madame Borne, lance les assises de la mobilité aujourd'hui, donc je pense que ça fait partie des sujets qui vont être traités dans les mois qui viennent. Je ne sais pas si Franck Dersin veut s'exprimer sur le sujet en tant que président de la commission transport à la région. Seine-Nord, pour nous, c'est important sur toutes les filières de vrac, et ça a été dit par Francis Henbert. C'est formidable vis-à-vis des céréales, vis-à-vis des coproduits, vis-à-vis de tout ce qu'on pourra ramener sur l'Interland. Sur le conteneur, c'est un plus. Donc effectivement, ça va jouer en faveur du projet. Ce n'est pas forcément la réponse unique, puisqu'on développe toutes les solutions multimodales.